Bonjour et bienvenue à la section 6 du chapitre 4. Dans cette section, je vous présenterai la notion de surcharge de fonction, qui est probablement la notion la plus difficile de ce chapitre, dans la mesure où elle donne lieu à un certain nombre d'ambiguïtés qu'il faudra résoudre. Alors, dans un premier temps, je voudrais vous expliquer intuitivement ce que c'est cette notion de surcharge de fonction, et ensuite nous rentrerons dans ces détails. Alors, jusqu'ici, nous avons vu que il était possible de définir une fonction, par exemple une fonction f, qui retourne un entier, étant donné un argument entier appelé par exemple i. Donc ce qui était intéressant, c'est que on pouvait bien sûr l'appeler avec un entier a, par exemple, donc appelé f de a, mais on pouvait également, si on avait un caractère par exemple, l'appeler avec f de c, puisque il y a une promotion donc de c qui est de type char, il y a promotion à int, et nous pouvons donc appliquer cette fonction à des chars aussi bien qu'à des int. En réalité, on peut l'appliquer aussi à des doubles, moyennant une conversion qu'on appelle dégradante. Donc en réalité, C++ nous offre déjà une flexibilité lorsque nous devons écrire des corps de fonctions. Nous pouvons appliquer la même définition à différents types. Donc ce n'est pas ça la surcharge de fonction. Ça, c'est quelque chose qui est donné dès que nous avons les définitions. Maintenant, je voudrais vous rendre attentif à une autre chose. Vous avez remarqué que lorsque, avec l'affichage et l'opérateur d'insertion dans cout, on affiche un caractère, ça n'est pas le même résultat que si on affiche un entier. Pourtant, on sait qu'un caractère a un type différent de l'entier. Donc, ça veut dire que dans le cas de cout, il va bien afficher un caractère A. Alors, je vais juste gommer pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté l'apostrophe. Et en cas d'utilisation d'un entier, nous affichons la valeur. Donc ça veut dire que cout possède deux définitions différentes selon que son argument est un caractère ou un entier, selon le type d'argument. Et donc, c'est cela la surcharge. C'est le fait de pouvoir donner plusieurs définitions à une même fonction. Alors attention, la fonction ici, c'est en fait cet opérateur de flux, donc en fait d'insertion dans le flux, et laisser le compilateur choisir la définition la plus appropriée en fonction du type de l'argument. Vous voyez, dans l'exemple en rouge, on avait une seule définition et on montrait que on avait une certaine flexibilité. On pouvait appliquer f à des arguments de type varié moyennant une conversion. Dans le cas de la surcharge, on a plusieurs définitions qui vont s'appliquer selon les types différents d'arguments. Et bien sûr, les deux phénomènes se combinent, donc l'application exacte de la fonction doit résulter de la considération de ces deux possibilités, de la surcharge et de la conversion des arguments.
Donc, pour donner une définition, surcharger une fonction, c'est lui donner plusieurs définitions, on va dire. Mais de façon plus formelle, c'est utiliser le même nom pour des fonctions différentes, pour des définitions différentes. Et quelle va être la distinction principale? C'est qu'elles se distinguent par leurs paramètres. C'est là que, pour caractériser cette différence, plutôt que de parler du prototype de la fonction, on va parler plus spécifiquement de la signature, qui est en fait une partie du prototype. Donc ce qui nous intéresse dans cette slide, c'est de nous dire dans quel cas nous avons bien deux définitions de fonctions différentes. Eh bien, c'est lorsque leurs signatures sont différentes. C'est-à-dire, on a le même nom, donc là, on se place toujours dans ce cas, mais soit on a un nombre différent de paramètres, soit ces paramètres ont des types différents entre les deux définitions. Si on le fait, c'est quelque chose qui est donc autorisé en C++, alors le compilateur va choisir, on peut dire, la bonne définition. Il va choisir la fonction à utiliser en comparant les paramètres de l'appel avec les paramètres du prototype, ou si l'on veut de la signature. On va voir dans un moment qu'est-ce qui est exclu en fait du prototype dans la signature. Donc, surcharger une fonction, c'est écrire deux définitions pour le même nom, mais qui se distinguent par leurs paramètres, soit par leur nombre, soit par le type de chacun d'entre eux. Et le rôle du compilateur, ça va être, en fonction de l'appel, de choisir la bonne surcharge. Autant vous dire tout de suite que si les choses sont mal faites, cela peut échouer. Alors, quand est-ce que ça échoue? On peut le signaler tout de suite. Alors, ça échoue, échec, si, soit il y a ambiguïté, et on va voir justement dans cette section quand est-ce que ça se produit, soit bien sûr si il n'y a aucune surcharge qui correspond. Par exemple, si toutes vos surcharges ont un seul paramètre et que vous avez un appel avec deux paramètres, évidemment, la compilation va échouer. Alors, qu'est-ce qui ne compte pas comme une différence pour différencier deux surcharges? Donc nous avons vu, ce qui compte, c'est le nombre de paramètres et leur type. Ce qui ne compte pas, on va le mettre dans une autre couleur, c'est le type de retour. Donc ça, évidemment, c'est un peu une autre histoire. Que retourne la fonction? Ça ne suffit pas pour distinguer deux surcharges. Une autre chose qui ne compte pas, c'est une histoire de convention, ce sont les valeurs par défaut que vous avez pu donner aux paramètres. Donc si vous réalisez deux définitions de la même fonction qui ne diffèrent que par leur valeur par défaut, eh bien, cela ne compte pas comme une différence. Et encore une chose qui ne compte pas comme une différence, c'est un paramètre par valeur déclaré const. Alors, souvenez-vous, c'était de toute façon pas une idée brillante de mettre un const sur un paramètre passé par valeur. Par valeur, nous avons appelé ça aussi par copie, si vous voulez vous en souvenir. Donc, et évidemment, vu qu'on passe une copie, ça ne fait pas sens de lui mettre un qualificatif const.
Donc, le const va distinguer deux surcharges en cas de passage par référence. Donc là, le const fait bien une différence entre les deux. Qu'est-ce qui se passe donc si vous définissez deux fois la fonction avec une différence parmi celles qui figurent sur cette slide? Eh bien, il y a une erreur. Mais quelle erreur? En fait, au moment d'arriver à la deuxième définition, le compilateur va vous dire « Mais vous êtes en train de redéfinir une fonction que vous avez déjà définie. » Souvenez-vous, on n'a pas le droit de déclarer deux fois la même variable dans le même bloc. On n'a pas le droit non plus de définir deux fois la même fonction dans un même bloc. Donc tout l'intérêt de la surcharge, c'est bien sûr de nous permettre ces redéfinitions, tout simplement parce que deux surcharges différentes diffèrent par leur signature, c'est-à-dire soit le nombre de paramètres, soit leur type, soit les deux, bien sûr. Alors, ce qui compte aussi comme une différence, c'est le type de passage du paramètre. Donc ça compte aussi comme une surcharge. Si vous faites varier le mode de passage d'un paramètre, là, vous créez des définitions différentes. Alors, on va le voir dans un exemple à la fin de cette section. Ça n'est pas facile pour le compilateur si vous surchargez une fonction avec une fois un passage par valeur et une fois un passage par référence. Il n'est pas toujours possible de savoir quelle version appeler. En gros, laquelle des deux définitions que vous allez donner va pouvoir s'appliquer. On va le voir pourquoi. Et donc, en pratique, dans la majorité des cas, on ne va pas varier simplement le mode de passage du paramètre, donc en disant simplement une surcharge le passe par valeur, l'autre par référence. Donc ça, on ne le fait pas. En revanche, on va pouvoir utiliser la différence entre le passage par référence et par référence constante. Là, ça fait sens de donner deux définitions. Encore faut-il évidemment en avoir besoin et se dire finalement que va faire ma fonction de différent selon que je lui passe un paramètre par référence ou par référence constante. Vous verrez, ça viendra avec la pratique. On va voir dans la suite divers exemples de surcharge qui font des choses différentes pour des types différents. Alors, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est si on tire parti de la notion de surcharge, comment le compilateur va-t-il savoir laquelle des définitions adopter? Alors, imaginons que nous définissions une fonction f qui prend un argument entier et qui ne retourne rien. Elle est de type de retour void. Je voudrais que f s'applique aussi au double, mais en donnant une définition différente. Alors, voilà au moins ici le prototype void f de double. Appelons ceci la version f1, puis la version f2. Bien sûr, l'exemple est simplifié, vu que, en principe, il y aurait des définitions qui suivent ces fonctions. Donc, la surcharge, qu'on voit tout à fait à l'œuvre ici, nous donne cette belle flexibilité de dire, ok, si f travaille sur un entier, je donne une certaine définition, mais si elle travaille sur un double, je peux donner une définition différente, peut-être pour mieux prendre en compte ce type. Mais comment le compilateur sait-il quelle fonction appeler? Voyons ceci sur un exemple. Supposons que nous déclarions un entier i, un double d. Alors, il serait peut-être bien de les initialiser. Ici, on schématise l'exemple au maximum. Et on se demande, quand on fait un appel à f de i, quelle version appelle-t-on?
Si on fait un appel à f de d, quelle version appelle-t-on? Pareil, avec une certaine valeur, 2,35, qui a une valeur de double. Eh bien, on se doute que les choses sont bien faites, que le compilateur travaille de manière logique, qu'il va... Pardon, excusez-moi. Qu'il va demander la version entière pour une variable entière. Donc, pour cet appel de f, il va utiliser la première version, appelons-la f1. Et pour les suivantes, il va utiliser la deuxième version. Pourquoi en est-il ainsi? Puisque il y a ce qu'on a appelé ici une correspondance exacte. Vous avez une définition, une surcharge, on va dire, avec un int. I est un int, tout va bien, il n'y a aucun doute là-dessus. On appelle bien f1 dans le premier cas, f2 dans les autres. Maintenant, il y a un deuxième cas. Vous voyez, on va vers de plus en plus de flexibilité. On suppose qu'on a toujours nos versions, nos surcharges f1 et f2. Cette fois-ci, nous avons un char c et un float y. Peut-on écrire f de c, f de y? Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a promotion numérique du char à int et promotion numérique du float à double. Donc, le premier appel f de c sera affecté, disons, le compilateur appellera la version f1, dans le deuxième cas la version f2, et puis e entre guillemets simples, c'est aussi un caractère, il y a promotion numérique, et là aussi il n'y a pas de doute, c'est f1 qui est appelé. Voyez? Donc les cas de promotion numérique sont un peu plus flexibles que la correspondance exacte, mais ils permettent aussi de choisir dans ce cas laquelle des versions de f, laquelle des surcharges est appelée. Naturellement, on voit déjà poindre le nez des cas d'ambiguïté. Donc, il y en aura, mais quand il n'y a pas d'ambiguïté, par promotion numérique, le compilateur décide quel type affecter. Alors, voici des cas où il y a ambiguïté. On peut dire il est impossible de trancher, si l'on veut. Donc ici, l'impossibilité vient du fait qu'il y a une ambiguïté. Pourquoi? Parce que nous avons défini deux surcharges, à savoir une première surcharge qui définit f pour un int et un double, et une deuxième qui la définit pour un double et un int. Donc simplement, on a inversé le type des paramètres. Bon, évidemment, c'est un exemple construit. Il n'y a pas forcément une grande logique derrière, mais on peut imaginer très bien faire les surcharges comme ceci. Et on se pose la question, quels appels sont possibles et quels appels sont ambigus? Alors, pour préciser les choses, on considère i et j de type int, d double et c char. Alors, qu'est-ce qui va fonctionner? Bon, on se doute que f de id, qui est un match exact, va fonctionner. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est bien la surcharge f1 qui est appelée. F de cd, il n'y a pas de doute, par promotion numérique, on prend aussi la surcharge f1. F de di, correspondance exacte avec la surcharge f2. Vous voyez, donc dans ces trois cas, le compilateur sait quelle définition, au fond, donner à f, selon l'appel. Malheureusement,
dans le dernier cas, l'appel est ambigu. Il y a tout autant de possibilités, on va dire, que ça soit F1 ou F2. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, on a, par exemple, si on se disait est-ce que c'est F1? Eh bien, I est un match exact, J demande une conversion de type, vous voyez, c'est un ajustement, ça n'est plus une promotion, de int à double. Et c'est en concurrence avec l'utilisation de la deuxième surcharge qui matche correctement le J, puisque c'est de type int, et qui demande une conversion de I à double. On pourrait même imaginer finalement une conversion dans l'autre sens, en fait, de double à int, si on construisait un exemple avec f de d. Mais dans ce cas précis, on voit que dans les deux cas, on devrait faire une conversion. Cette fois-ci, elle n'est pas dégradante, mais il n'y a pas de raison de faire celle pour F1 ou celle pour F2. Donc dans ce cas-là, la compilation échoue. Le compilateur ne sait pas quelle surcharge, quelle définition associer. Considérons maintenant un autre exemple. Donc on s'éloigne de plus en plus finalement de notre définition initiale. On considère deux surcharges de f. La première qui prend un int et un double et leur donne aussi des valeurs par défaut. Et la deuxième qui prend un double et un int et leur donne aussi les mêmes valeurs par défaut. Alors, bien sûr, encore une fois, les noms des variables ici n'ont pas de pertinence. Donc, c'est le même cas que dans le bloc de gauche, sauf que cette fois-ci, on a associé des valeurs par défaut, ce qui va nous permettre de varier le nombre de paramètres. On ne sera pas obligé de donner deux paramètres. On prend un entier i, un double d, et on se pose la question, parmi ces 5 appels, lesquels sont acceptables? Est-ce que certains génèrent des erreurs de compilation? Eh bien, voici ce qui se passe. Le premier appel a un match exact. I est un int, D est un double, c'est sans ambiguïté la surcharge F1 qui est appelée. F de DI est aussi un match exact, sans ambiguïté, c'est F2. F de I, c'est aussi un cas favorable puisque I est un int et la deuxième valeur est absente, mais la surcharge F1 l'a déclarée avec une valeur par défaut, donc il est tout à fait admissible de supprimer la deuxième valeur. Attention, on se souvient, il n'est pas possible de supprimer la première valeur dans ce cas-là, puisqu'il y a ambiguïté. C'est toujours à partir de la fin qu'on supprime des arguments s'il y a des valeurs par défaut. Selon le même raisonnement, dans la quatrième ligne, quand on appelle f de d, on match avec la deuxième surcharge puisque le premier argument est un double et le deuxième argument est absent, mais dans la surcharge f2, le cas est prévu, il vaudra 0. Alors ces deux cas, ces deux surcharges autorisent l'appel sans paramètres, puisque les deux paramètres ont des valeurs par défaut. Si on n'en avait qu'une des deux, elle serait appelée sans problème. Les deux paramètres recevraient la valeur par défaut. Mais vu qu'il y en a deux, l'appel est ambigu et la compilation va échouer. Il n'y a pas de raison que ça soit plus F1 que F2. Vous voyez, donc avec la liberté de faire ces surcharges, donc la capacité de donner à un même nom de fonction des définitions différentes pour traiter peut-être des types d'arguments différents, voire des nombres d'arguments différents, eh bien, avec cette flexibilité vient aussi le risque que l'ambiguïté ne puisse pas être résolue et qu'on ait des erreurs de compilation. Alors,
on continue à explorer ce champ des possibles. Comme on a dit, lorsque on ajoute le mot-clé const lors d'un passage par référence, on crée une signature différente. La signature, ça serait ici en fait, juste le nombre d'arguments et leur type, éventuellement le const. Donc, avec cette façon d'écrire, nous avons déclaré deux surcharges de f. On peut les noter f1, f2, bien sûr. En réalité, c'est toujours la même fonction f. Et le mot-clé const crée donc une signature différente. On a bien deux surcharges et on est dans le cas de la référence constante, où cela fait sens d'utiliser le mot-clé const, comme on l'a dit. Dans le cas du passage par valeur, ça ne créerait pas des signatures différentes. Mais comment ça fonctionne? Eh bien, on va tester différents cas de figure. Prenons un entier n qui vaut 3, un entier déclaré const qui vaut 5, et une variable float qui, à ce stade, n'est pas initialisée. Nous considérons quatre appels de fonctions, f de n, f de p, f de 2 et f de x. On peut se poser la question, est-ce que il y a une surcharge qui convient? Eh bien, la situation est la suivante. Lorsque nous appelons f de n, alors, n est une variable. A priori, écrire f de n permet le passage par référence si la fonction a été définie ainsi. N n'est pas déclaré const, donc la deuxième surcharge ne peut pas s'appliquer. En revanche, on peut faire un appel par référence avec n en utilisant la surcharge f1. Deuxième cas de figure, lorsque nous avons p, qui est une variable aussi, déclarée const, eh bien, on peut passer par référence constante, et il n'y a pas d'ambiguïté non plus, l'appel f de p prend la surcharge f2. Encore une fois, je n'ai pas donné de définition particulière ici, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi c'est traité différemment. Ce qui nous intéresse, c'est le mécanisme de choix de la surcharge par le compilateur. Parce que, évidemment, on ne va pas écrire des surcharges si on ne sait pas les utiliser. Il faut qu'elles soient utilisables sans ambiguïté. Alors, plus curieux encore, et ça c'est un cas où on commence déjà à voir la difficulté du problème, considérons l'appel f de 2. Alors en théorie, 2 est un littéral constant, ça n'est pas une variable. Donc, on ne pourrait pas, selon cette intuition, le faire passer par référence. Il s'agit d'un littéral constant, pas d'une variable. Mais, et là on vous le communique, on ne peut pas le deviner tel quel, dans la mesure où nous avons un passage par référence constante, il y a ici un appel sans ambiguïté de f2. Qu'est-ce qui va se passer? Ce littéral constant va, selon le modèle de mémoire, mais enfin on va dire que ça se passe comme ça, va être copié dans un entier temporaire dont on transmet la référence à f. Donc on se souvient que avec le passage par référence constante, il y a en réalité une copie. C'est ça qui permet d'ailleurs de ne pas avoir toujours le type exact. Et on transmet la référence. Donc retenez que avec ce genre de passage, on peut faire des appels littéraux. Pareil pour x. Pareil pour x, donc il est possible de faire l'appel f de x. Pourquoi n'est-il pas ambigu? Eh bien, parce que f1, la surcharge, nous offre un passage par référence
d'un type entier. Or, on se souvient que les passages par référence demandent le type exact. Donc, f1 ne peut pas s'appliquer. Par référence non constante demande le type exact. C'est-à-dire on ne peut pas appeler f avec autre chose qu'un entier. Donc ici, int. Alors on est sûr que lors de l'appel à f de x, on n'a pas appelé ça avec un int, on a appelé ça avec un float. Peut-on utiliser f2? Est-ce que le compilateur peut humainement choisir la surcharge f2? Oui, puisqu'avec un passage par référence constante, donc si la fonction f s'engage à ne pas modifier la référence, on sait que on peut convertir le type, donc x sera converti à un entier temporaire dont on transmet la référence à f. Donc ça, c'est assez subtil ici. Le cas du f de 2 est vraiment une information qu'on doit vous passer. Le cas de f de x, peut-être en réfléchissant, vous auriez pu trouver avec les informations existantes pourquoi c'est f de 2 seulement qui convient, donc pas d'ambiguïté. Et en tout cas, donc les cas plus classiques, f de n et f de p, qui sont correctement résolus aussi. Donc vous voyez, quand on a une seule définition de fonction, on se pose la question, est-ce que lors d'un appel de la fonction, les paramètres peuvent être convertis au type attendu, y compris les points de vue de const? Si oui, alors on appelle cette fonction. Lorsque on introduit des surcharges, on se pose non seulement on se pose la question, combien de surcharges sont applicables, et s'il y en a plusieurs et qu'il n'y a pas de moyen de distinguer entre elles, là on comprend que le compilateur échouera, il y aura une ambiguïté. Alors avant de vous donner l'algorithme lui-même, finissons encore sur un troisième exemple de code et ensuite on verra l'algorithme de choix de la fonction surchargée. Alors dans cet exemple, on montre le problème de la surcharge d'une fonction, une fois avec un passage par référence et une autre fois avec un passage par copie ou par valeur. Vous allez voir donc dans ce cas précis, alors nous prenons encore une fois un entier n qui vaut 3, un entier constant qui vaut p, la majuscule est en fait plus correcte ici vu qu'on l'a déclaré const, et notre même float, et on se demande dans les cas de f de p, f de 2, f de x et f de n, quelle fonction, quelle surcharge est appelée. Eh bien, pour f de p, nous avons quelque chose qui est déclaré const, c'est une variable, a priori f2 donc a priori p est un const, on ne peut pas appliquer f1 puisque on aurait ici un passage de p qui est const avec une référence non const. Donc il y a forcément seulement f2 qui peut convenir. Dans le même cas, f de 2 appelle également le template f2 en passant cela comme un entier. Lorsqu'on appelle f de x sur le float, eh bien là aussi, dans ces deux cas, donc pour f de 2 ou f de x,
on n'a plus de surcharge par référence constante. C'est soit par référence, soit par copie. La valeur par référence ne convient pas. Lorsqu'on fait f de x, a priori, on ne peut pas appeler f1 puisque le passage par référence demande le type exact, comme je viens de l'écrire. Donc on appelle encore f2. Et enfin, quand on appelle f de n, là, l'appel est ambigu. On peut effectivement appeler f1 puisque ça pourrait être passé par référence. On peut bien appeler f2 puisque ça pourrait être passé par copie. Rien ne nous permet ou ne permet au compilateur de choisir. Donc là, on aura une erreur de compilation sur l'appel de f de n. Donc, il est possible de donner ces deux surcharges, juste les donner comme ça compile, mais en réalité, aucun des appels possibles ne permet d'appeler f1. Donc au mieux, vous allez tout le temps appeler f2 et parfois, vous allez créer une ambiguïté puisque rien ne permet de distinguer quand on écrit f de n, si n n'est pas une constante, c'est juste une variable entière, rien ne permet de choisir entre f1 et f2. Voilà l'explication pour cette demande de ne jamais surcharger le passage par valeur et le passage par référence. Donc on surcharge, si on veut surcharger le type de passage, on crée une version par référence et une autre par référence constante. Et si c'est par valeur, dans ce cas-là, c'est pas la valeur qu'on va changer dans les différentes surcharges. Alors voilà, il est un petit peu long, mais l'algorithme de choix de la fonction surchargée est à peu près le suivant. En fait, il y a surtout une partie, enfin en deux morceaux, qui est la plus importante. Le compilateur, au moment de la compilation, recherche, quand il voit un appel à une fonction, la meilleure correspondance, la meilleure surcharge. Et il fait ça dans un certain ordre et il s'arrête à la première surcharge qui convient. Alors, le premier cas, ça sera le cas de la correspondance exacte. Donc, si il y a une correspondance exacte des types de variables, donc vous avez défini un f de int et vous appelez un f de int, alors il y a correspondance et succès. Alors, s'il n'y a pas de correspondance exacte, on continue la recherche. Alors, le compilateur cherche s'il ne peut pas faire une correspondance avec ce qu'on pourrait appeler une conversion simple, mais c'est un cas de figure que vous n'avez pas encore bien vu. Alors, ce que vous pouvez comprendre, c'est que il peut donc éventuellement avoir une const dans l'appel et une variable dans la définition, dans la surcharge. Donc ça, bien sûr, c'est permis. Donc là, dans ce cas-là, l'appel convient. L'autre cas, c'est l'équivalence tableau-pointeur, mais on ne l'a pas encore vu. Mais ce qui est vraiment plus important encore, c'est le cas 3. Donc s'il n'a pas trouvé de correspondance avec conversion simple, donc premier cas, correspondance exacte. Ensuite, le deuxième cas vraiment important, c'est le cas de la correspondance avec la promotion numérique. Souvenez-vous, promotion numérique, c'est quelque chose de bien précis. C'est un bool, un char ou un short promu à int, un float à double. Voyez, donc ces conversions-là, et uniquement celles-là, ont un statut spécial de promotion numérique. Si on trouve une surcharge qui correspond, après avoir fait donc la promotion numérique des variables de l'appel, donc là aussi, ici on est dans l'appel, ici on est dans la définition, enfin la surcharge. Voilà. S'il ne trouve toujours pas, eh bien, il va chercher à faire des conversions de type.
Alors, il se trouve, comme on avait vu, que l'ajustement, c'est-à-dire la conversion vers le haut, qui ne perd pas de valeur, ou la conversion dégradante, sont toutes les deux des conversions de type. Je vais le préciser sur la slide suivante, mais elles sont toutes les deux acceptables. Et ça peut être une source d'ambiguïté, même qu'à notre œil, il nous semble que l'ajustement de type est préférable. Alors, lesquels on peut faire? Eh bien, tout ce qui est acceptable pour un opérateur d'affectation. Donc, si vous pensez à deux variables, A et B, eh bien, il y a un peu de latitude en fonction du type de B à choisir le type de A. Eh bien, c'est ces ajustements-là qui sont considérés ici aussi. Donc, comme je le dis depuis le début, si on trouve une correspondance au niveau 1, eh ben, le compilateur l'a choisi et il finit la recherche. Sinon, il passe au niveau 2, sinon encore au niveau 3, sinon au niveau 4, et sinon, il y a échec. Donc, on peut retenir qu'il y a au fond deux cas d'échec, pas pour les mêmes raisons. Donc, si le compilateur s'arrête au premier niveau de correspondance trouvée et il y a ambiguïté, comme on vient de l'écrire, alors il y a erreur de compilation, échec. Ambiguïté si plusieurs prototypes, si plusieurs surcharges correspondent. Mais évidemment, si rien n'a été trouvé après le niveau 4, donc aucun ajustement ne permet de matcher, ne serait-ce par exemple parce qu'on s'est trompé dans le nombre d'arguments. Donc si rien n'a été trouvé après le niveau 4, là on a échec. Non pas par ambiguïté, mais à cause de la pauvreté, on pourrait dire, de ce qu'on a trouvé. Voilà, donc cet algorithme, il est à retenir parce que c'est seulement comme ça qu'on peut utiliser correctement les surcharges. À la fois, si vous appelez des fonctions qui ont été définies avec des surcharges, et ça vous les verrez facilement dans la documentation, on liste toutes les surcharges dès le départ, soit bien sûr si vous écrivez vous-même des surcharges pour vos fonctions, pour permettre un petit peu plus de flexibilité lors de l'appel. Donc, notons ici, comme je venais de le dire, que lorsqu'on est à un niveau donné, il n'y a pas de meilleure conversion. Voyez, si vous êtes au niveau 4, que vous cherchez des surcharges qui conviennent par ajustement, eh bien l'ajustement de type n'est pas meilleur que la conversion dégradante. Voyez, l'exemple qu'on vous propose ici montre qu'il n'y a pas de meilleure conversion implicite du moment qu'on est au même niveau, ce qui est contraire au cas de Java, où il y a cette notion. Donc, supposons que nous avons deux surcharges de f, une pour un argument de type short, passé par valeur, une autre pour un argument de type long, passé aussi par valeur. Dans les exercices qu'on va voir, et si vous voulez essayer des choses, une bonne idée pour savoir quelle surcharge j'ai appelé, c'est de lui faire juste écrire un message en disant « on m'a appelé ». Donc dans le premier cas, appel de f short, dans le deuxième cas, appel de f long. Comme ça, même s'il ne se passe rien, vous verrez comme sans ambiguïté quelle fonction a été appelée si la compilation est réussie. Et là, on considère une variable de type une variable n, de type int, qui est égale à 1, et on appelle f de n. Alors, on va essayer de pratiquer l'algorithme. Est-ce que une des surcharges de f correspond par un matching exact? Non, puisqu'il n'y en a aucun qui a int dans le type. Donc pas de correspondance exacte. Ensuite, est-ce qu'il y a une correspondance
avec conversion simple, par exemple tableau pointeur, ajout d'un const. Non, ici il n'y a pas de const. Niveau 3 de l'algorithme, est-ce qu'on pourrait faire une promotion numérique? Eh bien, quand on part de int vers short ou vers long, dans aucun des cas, il ne s'agit d'une promotion numérique. Vous voyez, ne pas confondre ici. Donc la promotion numérique, donc on pourrait écrire int à short, pas plus que int à long, donc ne sont pas des promotions, qui était le niveau 3 dans l'algorithme. Naturellement, la promotion c'est short à int, vous voyez, il ne faut pas se laisser piéger, mais évidemment short à int ne nous intéresse pas ici, puisque n n'est pas un short. Vous voyez, n c'est ici. Et ici, c'est le paramètre de f dans la surcharge. Donc il faut passer au niveau 4 de l'algorithme et il faut se dire que on va faire une conversion ou un ajustement de type. Eh bien, la conversion dégradante int vers short, c'est-à-dire où on va perdre de l'information, est pour cet algorithme au même niveau que l'ajustement de type int à long. Les deux sont au niveau 4. C'est fait comme ça, c'est fait pour simplifier aussi cet algorithme, on n'y peut rien. Donc les promotions sont considérées d'abord, puis toutes les conversions sont considérées ensuite. Et donc il y a appel ambigu, même si à nos yeux, ou par exemple en Java, il y aurait une meilleure conversion que l'autre. Ici, pour le compilateur C++, il n'y a pas de meilleure conversion. Voilà, donc avec cette flexibilité viennent bien sûr les questions qu'on peut se poser. Quel est le vrai prototype? Quelle est du coup la vraie définition de f qui va s'appliquer à tel ou tel endroit? Bien sûr, dans la plupart des fonctions de la librairie standard, ce qu'on définit comme surcharge, c'est pour les différents types numériques. Par exemple, ça peut être intéressant si on a une fonction qui prend une certaine valeur et qui retourne une autre valeur basée dessus. Ça peut être intéressant d'avoir donc une fonction f, alors qui retourne un entier si on lui donne un entier, mais qui retourne par exemple un long si on lui donne un long, et ainsi de suite. Donc pour ça, il faut que dans la librairie, toutes ces surcharges existent. Comme on le voit, si elles sont toutes définies, il n'y aura pas d'ambiguïté de conversion puisque on les définit pour tous les types existants. Donc du coup, il y aura toujours une définition qui va s'appliquer. Mais c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour s'offrir cette souplesse d'utilisation au prix bien sûr de ce petit risque d'ambiguïté, surtout si les surcharges sont un peu mal définies ou trop abondantes. Voilà, c'était la partie la plus difficile de ce chapitre. On verra des applications au fur et à mesure et c'est une des facilités du C++ qui est de pouvoir utiliser de manière flexible les fonctions. Merci pour votre attention. Nous reviendrons avec des exercices pour appliquer toutes ces notions. À bientôt. Au revoir.